Enregistrement. Voilà. Donc, l'enregistrement est parti. Bienvenue au Sales Talk d'Eurydice Business School. Ce soir, comme c'est écrit, on va parler de prospection sur un thème qui va être important sur comment parler ou speak avec les C-level. Notre expert animateur du jour, bien connu, est Sylvain Fantoni, qui est directeur de la Sales Academy notamment. Salut Sylvain. Salut Arwan, bonjour tout le monde. Salut aux quelques experts que je viens de voir arriver là. Salut Leslie. Merci de votre présence. Alors ce soir, deux invités qui nous font le grand plaisir et l'amitié d'être là. En plus, évidemment, nous sommes ravis de les accueillir. Je vais laisser le présenter, mais là, évidemment, dans le Sales Talk, on a des moyens. Donc attention, une animation formidable. Et là, d'abord, Eddy Slimani, bien connu, je vais laisser se présenter. Et ensuite, Simon Bernat, et tous deux ont la particularité d'être des anciens d'Eurydice. Eddy, peut-être un petit point de présentation avant de démarrer cette session de Sales Talk. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je vois plein de noms et plein de visages familiers ce soir. Effectivement, ancien Eurydice, promotion 59, hein, je me souviens, ça fait maintenant quelques années. Alors, je suis sales coach aujourd'hui, donc j'accompagne beaucoup d'entreprises sur toute leur stratégie commerciale, sur leur cycle de vente, et également cofondateur du Sales Business Club, qui est aujourd'hui un club francophone pour les commerciaux de France, afin de pouvoir monter en compétences, afin de pouvoir networker, etc. Et notamment qui est aujourd'hui partenariat d'Eurydice. Voilà. Grand merci Eddy, et puis Simon qui a aussi une double, ou peut-être triple casquette, mais au moins double. Et tu nous rappelleras aussi peut-être ta promotion, Simon. Ok, bonsoir à tous. Donc Simon Bernat, promotion 47. Moi, je suis sorti de l'école en 2011, donc ça remonte également un petit peu. Aujourd'hui, je suis le cofondateur et le directeur général d'une belle entreprise qui s'appelle Squadra, spécialiste Azure, donc écosystème Microsoft. Donc j'ai fait 11 ans ma carrière dans différentes fonctions commerciales, ingénieur d'affaires d'abord, puis ensuite responsable commercial, puis directeur commercial. Aujourd'hui, j'ai ma triple casquette puisque j'interviens également chez Eurydice depuis 2015. Et puis, comme vous l'avez pu le voir sur l'affiche, on va relancer l'association des anciens et j'ai la chance de prendre la présidence très prochainement. Vous avez le premier teasing ce soir, mais vous aurez d'autres teasings à venir pour un lancement, si tout se passe bien, début d'année 2023. Merci Simon de l'Eurydice Business Club également. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et je laisse la parole à Sylvain pour lancer les éléments. Petit point, on va être d'abord dans un échange. On va être dans un échange tout d'abord avec nos experts et nos invités. Je ferai aussi le modérateur. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je me permettrai d'intervenir. Alors, est-ce que je suis le seul à entendre Non, je crois son anglais, il y a un troll qui s'est invité dans la... D'accord, bon, je vais essayer de trouver ces éléments-là. Et donc, vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct live. Sylvain, c'est à toi pour démarrer cette soirée. Merci pour cette introduction, Erwan, et bienvenue à tout le monde pour ce Sales Talk, évidemment, sur un sujet au cœur des préoccupations de tous les commerciaux, qui est la prospection. Et puis aujourd'hui, on a choisi de prendre un axe un petit peu particulier qui est la prospection sur les décideurs qu'on appelle les C-level. Alors, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez interactif. On va commencer par poser un petit peu le cadre. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez mettre vos inputs, donc c'est-à-dire vos commentaires, vos avis, vos tips dans le chat. Erwan fera le lien entre la présentation et les différentes questions ou les différents tips que vous voudrez nous proposer, puisque le but du jeu, surtout à la fin, c'est de partager, puisque… dans le cul en ce moment. On a Simon et Eddy. J'ai un god rose dans le cul en ce moment. On va essayer de retirer… Tac. Ça va être, je pense que ça va être me mettre comme modérateur que je puisse t'aider? Ouais, ça marche. Attends, j'arrive. Anti-troll. Ouais, j'arrive tout de suite. Donc, comme je disais, on va d'abord commencer avec Simon et Eddy, mais je vois dans l'assistance beaucoup de gens qui sont également des experts, à qui on sera ravis de demander leur avis, leurs tips et de pouvoir commenter ce que nous, on va présenter. Alors, histoire de poser un petit peu… J'ai un god rose dans le… On va d'abord se poser la question,
de savoir, tout d'abord, qu'est-ce qu'un C-level? Parce que c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise beaucoup, en tout cas du côté de Redis, mais tout le monde n'a pas forcément la connaissance de ce qu'est cet acronyme. Alors en fait, du côté de nos amis anglo-saxons, toute la partie direction d'entreprise est catégorisée sous la forme suivante qu'on appelle les CXO. Donc C pour Chief, donc ça signifie directeur de quelque chose, X pour la fonction et Officer, le O. Donc pour donner quelques exemples et pour que tout le monde soit bien à l'aise avec les termes qu'on va employer après, le premier C-level en haut de la pyramide, on appelle CEO. Donc, Chief Executive Officer, c'est l'équivalent de notre PDG ou de notre DG. On a également le deuxième Graal de l'IT, c'est-à-dire notre ami le DSI, qui, dans la notion de C-Level, s'appelle Chief Information Officer, donc CIO. On a également le CFO, Chief Financial Officer, le CMO, Chief Marketing Officer, etc., etc., etc. On ne va pas dérouler tous les chiffres, quelque chose qui existe, mais vous avez compris l'idée. Quand on parle d'un C-Level, c'est quelqu'un qui a donc forcément une fonction de direction dans son entreprise. Alors, maintenant qu'on a dit ça, le fait qu'il soit C-Level, est-ce que ça leur donne des caractéristiques ? Donc, mes amis experts, moi j'ai quelques idées effectivement sur la question. Simon, Eddy, selon vous et à travers votre pratique, puisque comme tu le rappelais, Simon, ça fait maintenant plus de 10 ans que tu adresses des C-Level, idem du côté d'Eddy, qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce qui, selon vous, est une caractéristique ou quelles sont les caractéristiques de nos amis C-Level? Je prends le premier point qui me vient en tête, c'est la gestion du temps. Une des caractéristiques d'un C-level à différents, en fonction de leur poste et on va dire par rapport à ce que tu as présenté juste avant, on va dire que le Chief Executive Officer, lui, son temps va être encore plus précieux qu'un CIO ou un CISO, par exemple. Et donc, on va être sur cette première caractéristique qui est pour moi essentielle, c'est la manière de se positionner, de trouver de l'espace dans son temps, finalement, qui est extrêmement précieux, puisque à chaque fois qu'il va participer à une réunion, il doit ressortir quelque chose de stratégique, ou tout au moins qui va accompagner son entreprise dans la vie de tous les jours. Et il ne peut pas, comme d'autres profils, prendre un appel toutes les 15 minutes ou toutes les 10 minutes et répondre à 200 mails en 1 heure. Alors, donc, un coup de fil, on imagine, mais alors un rendez-vous encore pire. Effectivement, moi, sur ce thème-là, je parle même de ROI du temps. Les C-Level ont une notion de ROI de leur temps. Donc, 1 heure de leur temps doit produire quelque chose. OK, super, merci Simon. Eddy, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme caractéristiques qui te sont ou qui t'est apparu en côtoyant des C-Level? Je dirais qu'il y en a plusieurs. C'est déjà c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir les définir. Ils sont généralement considérés comme les membres les plus puissants et les plus influents au final d'une organisation. Eddy, ça bug un peu ton micro. Est-ce que tu peux essayer de le Allô, allô. Est-ce qu'on m'entend bien? Là, on t'entend. Ouais, vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Ok, super. Peut-être des petits problèmes de connexion. Je disais effectivement que c'est les gens qui sont considérés comme les membres les plus puissants et les plus influents d'une structure. On va dire que ces personnes-là, ils vont définir la stratégie et c'est les personnes qui vont prendre des décisions un peu high level et ils vont veiller un petit peu à ce que les opérations, on va dire quotidiennes, soient, je dirais, alignées sur les objectifs stratégiques de l'entreprise par rapport aux compétences associées à d'autres postes de l'organisation, par exemple. Qui sont souvent de nature un peu plus fonctionnelle et technique. Les C-level, ils doivent faire preuve quand même de beaucoup de leadership et je trouve d'une expertise, on va dire, commerciale, des compétences en matière de constitution d'équipe et de prise des décisions, plutôt que de savoir-faire fonctionnel et technique. Voilà, donc pour moi, c'est la personne qui communique des stratégies, qui recrute du personnel pour s'assurer de la gestion quotidienne, que la gestion quotidienne est conforme au plan et aux politiques établies de la structure. Ok, merci Eddy. S'il y a des gens qui veulent commenter tout ce qu'on dit au fur et à mesure, si vous voyez des caractéristiques propres à des C-level, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Comme ça, Erwan se fera le porte-parole de vos commentaires. Moi, j'ai envie de rajouter la pression. On a parlé du temps, on a parlé de leur mission. Une des caractéristiques pour moi aussi des C-level, c'est d'être sous pression.
il y a une pression qui s'exerce, plus on est en haut de la pyramide et plus la pression est forte. Et c'est un élément important parce que ça veut dire que comme ils subissent une grosse pression, ils sont aussi intéressés à résoudre des problématiques qui leur font subir de la pression. Et parfois dans des proportions plus importantes que des gens plus opérationnels. Est-ce qu'on a des commentaires, Erwan, sur ce sujet ? Alors là, on était sur des personnes, notamment Henri, qui parlait aussi justement sur le ROTI, ou en tout cas le Return on Time Invested. Et sinon, certains, alors le problème, c'est que j'ai l'avatar iPhone, donc je ne sais pas très bien, mais qui faisait un raccourci, une synthèse en disant finalement, un C-level, c'est également une personne difficile à accrocher. C'est une vraie caractéristique. Je suis absolument d'accord. On est d'accord, c'est une vraie caractéristique. Mais pourquoi ? Parce que difficile à accrocher, on en reparlera juste après. Je crois aussi que de par leur mission et de par la pression qu'ils ont, sur certaines thématiques, ils ont une oreille extrêmement attentive. Donc, la difficulté est de trouver cette oreille, mais ce n'est pas forcément le sujet de la difficulté. Par contre, une autre caractéristique qu'on n'a pas encore évoquée, c'est le degré de sollicitation. Ça, il faut être très clair. Aujourd'hui, tout le monde est visible. Je suis visible, tout le monde est visible. Chacun d'entre nous est visible sur Internet. On peut nous trouver sur Google, on peut nous trouver sur LinkedIn. Mais je vous laisse imaginer à quel point, quand on est C-level d'une organisation un peu visible, quand on est le CMO de Google, quand on est le CIO d'AXA ou de BNP, je vous laisse imaginer à quel point vous devenez le focus, le Graal d'un nombre assez incroyable de commerciaux qui en plus se sentent autorisés à vous solliciter, même sur des sujets qui ne vous concernent pas. Donc, qui viennent un petit peu encombrer la bande passante de nos fameux C-level. Tu dirais, Sylvain, combien de mails par jour reçoit à peu près un C-level à peu près ? Eh bien, écoute, je posais la question il n'y a pas très longtemps à Olivier Poulini, qui est le directeur général d'Humanis, pas l'assurance, hein, Humanis, le ESN, qui est une ESN très visible. Hein, ils sont 6 000 personnes, je crois, 5 ou 6 000 personnes. Donc, forcément, ça donne une très grosse visibilité. Et il était à peu près à 300 mails jour. Ouais, je ne suis même pas étonné. Et alors là, ce qui fait un peu plus peur quand on a la chance d'échanger avec des C-level, notamment en direction générale, on en a aussi quelques-uns dans le groupe, hein, Eureka, c'est de voir à quel point il y a une stratégie. C'est aussi une des caractéristiques spécifiques des C-level, c'est un niveau d'organisation qu'on ne retrouve pas tout le temps et partout dans l'entreprise. Le CEO, lui, il n'a pas d'autre choix que d'être ultra organisé. Et on le sait tous, la messagerie est un sujet de désorganisation. C'est-à-dire que notre messagerie peut désorganiser complètement nos journées. Les études que j'ai pu lire et les directeurs généraux que j'ai eu l'occasion de croiser m'ont quasiment tous fait part d'une stratégie assez drastique de lecture des mails, avec énormément de mails qui ne sont pas lus. Les mails internes en copie, pas lus. Expéditeur inconnu, objet neutre, pas lu. Ce qui fait qu'à la fin, par exemple, Olivier me disait qu'il lit au final à peu près entre 50 et 60 mails sur les 300 qu'il reçoit. Donc, on verra tout à l'heure comment essayer de ne pas être dans les 240 qui ne sont pas lus. Alors, on verra que Mathilde, mais ce sera peut-être pour plus tard, nous donne déjà des pré-conseils, on va dire, pour justement attaquer. Mais ça sera peut-être pour un peu plus tard. On se le garde exactement, on se le garde pour une autre partie où on va pour la question des compelling events. Un véritable échange de tips. Et alors, de toute façon, là, je crois qu'on ne va pas dévoiler un secret en disant qu'on va beaucoup parler de compelling event, qui est le déclencheur quasi obligatoire pour accéder à nos C-level. Simon, Eddy, est-ce que vous voyez d'autres choses ou dans l'assistance, est-ce que vous voyez une autre caractéristique forte ? Donc, on a dit que c'était des gens qui n'avaient pas le time, qui étaient ultra sollicités, qui étaient sous pression, qui avaient une vision forcément globale et stratégique de l'entreprise. Je pense que ça les caractérise déjà pas mal. Ouais, moi de mon côté, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a bien, défini la chose. Super. Alors, maintenant, la question est où les identifier ? Alors, là, encore une fois, on va pas faire durer le suspense. On sait tous que LinkedIn est le terrain de jeu. Donc, on va maintenant réfléchir ensuite à comment les contacter. Mais d'abord, je vous pique
le tips numéro 1, mes amis experts, moi je dis LinkedIn. À vous. Alors moi, je donne un tips numéro 2. Est-ce qu'on peut les identifier? Moi, j'aime l'idée du réseau privé, du club privé, d'esprit élitiste, entre guillemets, des clubs privés où on va pouvoir trouver, en fonction des secteurs et des sensibilités, on va dire, de certains clubs, eh bien, quelques décideurs qui vont pouvoir, par l'intermédiaire, pourquoi pas, d'un réseau de proximité, nous introduire auprès de d'autres décideurs. Donc, moi, je pense que cette voie d'identification est à privilégier, en tout cas en partie, en plus de LinkedIn, pour aller identifier des personnes en direct. Tu penses à quoi concrètement, Simon, quand tu dis ça? Des clubhouse type tennis, type golf, type réunion sportive, gros match de rugby, ce type d'endroit où on va pouvoir, par l'intermédiaire de nous-mêmes être invités, trouver des cercles, intégrer de nouveaux cercles. Et donc, c'est par le réseau professionnel interpersonnel qu'on peut identifier de nouveaux décideurs. Ça peut être simplement un événement d'une association X ou Y. Et ce type d'association type C-Level va forcément créer du lien et beaucoup plus direct que si on devait passer par LinkedIn. Donc, pour moi, c'est un des moyens. En tout cas, c'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est celui que je pratique en ce moment, typiquement. Voilà. Clairement. Alors, il faut poser le sujet, c'est-à-dire que, ça réclame un investissement, puisque la plupart de ces clubs que tu évoquais sont des clubs dans lesquels il faut être membre, donc il faut s'inscrire et payer une cotisation, et un investissement en temps. Mais très clairement, en fonction de son activité, en fonction de sa cible, quand le C-Level est un sujet quasi permanent, récurrent du quotidien, on peut se dire que c'est un investissement qui a du sens. Eddy, où est-ce qu'on peut les identifier aussi, selon toi? Je suis assez d'accord au final avec vous. LinkedIn, c'est clair que c'est super riche. En l'associant à Sales Navigator, encore mieux pour avoir une meilleure gestion. Les réseaux sociaux, alors on parle de réseaux sociaux, on parle de LinkedIn, on a parlé donc de clubs privés. Je suis assez d'accord avec ce que Simon vient de dire. On a aussi les salons, forcément. Il n'y a pas très longtemps, on a eu les assises de la sécurité. Alors, je pense qu'on a tous été spammés sur LinkedIn avec le nombre d'entreprises qui doivent nous retrouver à tel stand et tel stand et tel stand. Il y a énormément de C-level qui sont dans ce genre de salon, les BNI, enfin tout ce qui est BNI, etc. également. Et on parle de réseau, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Sylvain, et on parlait de Twitter. Twitter comme outil de prospection pour les C-level. Je vous avoue qu'il y a 10 ans en arrière, j'étais resté sur LinkedIn, absolument sur LinkedIn, et même d'ailleurs, j'ai aussi utilisé Viadeo. Oui, effectivement, je suis un vieux. Maintenant, Twitter, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de C-level, au final, qui communiquaient, qui avaient l'obligation, au final, de communiquer sur Twitter. Et moi, j'aimerais savoir aussi, rien qu'en posant la question un peu à toutes les personnes qui sont présentes ici, est-ce que vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux qui utilisent Twitter comme du coup outil de prospection à part entière? Pourquoi je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, sur Twitter, on a un outil qui est vraiment top. C'est un petit tip que je vous partage. Il est possible en fait de créer des listes via Twitter en fait avec le feature Twitter List. Créer une liste en fait en y ciblant les C-level qu'on target et en les ajoutant dedans. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que la liste en fait a été créée, on a la possibilité d'utiliser un tableau de bord, le tableau de bord de la plateforme qui s'appelle TweetDeck et qui nous permet au final d'avoir une picture. Attends, parce que là, tu es en train d'anticiper la slide d'après. Ah, oulala, pardon. Comment on va les contacter? Là, je veux compléter. Là, on en est à où est-ce qu'on va pouvoir identifier nos fameux C-level? Ma réponse, Twitter, je vais rester sur Twitter. Alors, je rajoute un point par rapport à Twitter, puisque sur la partie business, ça a été une possibilité. C'est qu'au-delà de l'obligation, souvent, un peu comme le monde des médias, en réalité, pas mal de C-level, par définition, prennent aussi des positions plus politiques ou sociétales qui les amènent à avoir une activité relativement récurrente et qui peut être un bon moyen. Ça me fait, puisqu'on parle du moyen, et tout à l'heure vous parliez des mails, très souvent sur LinkedIn, sur votre boîte mail, vous allez en recevoir entre 100 et 300. Par contre, au début, sur LinkedIn, vous en receviez peu, ce qui va être de moins en moins le cas. Et on voit que Twitter, du coup, vous ne recevez pas du tout autant de messages, mais ça peut être justement un point de distinction. On parlera du comment après. Merci beaucoup, Erwan. Alors, donc on a dit globalement, principalement,
sur LinkedIn, des plateformes, nominations, l'ensemble des annuaires, tous les annuaires spécialisés, toutes les newsletters d'informations des différentes nominations de direction. Bon, maintenant, la vraie question, c'est comment les contacter. Là, évidemment, on est aujourd'hui à l'heure de l'omnicanalité, donc il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent nous permettre de prendre contact. Fut un temps, on avait que le téléphone, donc j'ai envie de commencer par vous challenger, messieurs les experts. Aujourd'hui, est-ce que le téléphone, qui a été pendant très longtemps notre seul moyen de contact, est encore un outil que l'on peut utiliser et qui a du sens pour contacter nos amis C-Level? Oui, mais. Commençons par, par ces oui, mais. Moi, j'aime bien rentrer sur un exemple que je t'ai partagé là très récemment, parce qu'on l'a vécu et parce que ça a marché. Il y a quelque chose, c'est un exemple hyper factuel, comment les contacter. Oui, pour le téléphone, mais avec une préparation assez colossale avant, à savoir de bien se renseigner, de préparer, comme on prépare une prospection, un C-level, on fait limite un plan de prospection rien que pour lui, quoi. Donc, oui, le téléphone peut être utile. Si on a pris le temps de semer des petites graines tout autour avant de le contacter. Quand bien même on peut le contacter par téléphone, pourquoi pas tenter la fameuse, alors c'est voilà, le texto. Plutôt qu'utiliser le côté, parce que la personne va forcément, comme tu l'as dit, on l'a partagé, va ghoster sur le téléphone l'appel, parce qu'un numéro qu'on ne connaît pas ou quelqu'un qui nous contacte de but en blanc, on ghoste. Et nous-mêmes, dans notre vie perso… D'ailleurs, tiens, petit point, est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment une évidence presque absolue qu'un C-level hyper occupé, a priori, laisse sa messagerie traiter les numéros inconnus? Et même dit, je ne prends pas de message. C'est-à-dire, merci de m'avoir appelé, je ne prends pas de message. J'ai une messagerie qui ne prend pas de message. Voilà. Donc, toi, tu nous dis le téléphone avec énormément de préparation. Ouais. Bon, en plus, alors, si on parle du téléphone avant de revenir sur le SMS, et même d'ailleurs pour compléter l'histoire du SMS, comment on trouve le 06, j'ai envie de te dire? C'est une bonne question. Moi, je propose qu'Eddie nous donne quelques pistes parce que je sais qu'il a plein d'idées sur comment on peut capter le numéro de téléphone. Alors, en tout cas, revenir juste, il y avait une remarque par rapport à ça qui était notamment de pouvoir se demander par rapport à ce que tu disais, Simon, sur l'intrusion, le degré intrusif du texto, du coup, qui nous est posé dans le chat. Donc, j'essaye de régler un petit problème pareil. Sur ce petit point, on reviendra sur ce que dit Sylvain, mais sur le texto, en fait, l'idée, c'est quoi? On a tous le réflexe de dire quand on n'est pas dispo, d'envoyer un petit texto, bonjour, je ne suis pas disponible, quel est l'objet de votre appel, ou etc. Et le côté rebond dans le texto a un rôle hyper important. C'est-à-dire que si la personne nous laisse l'opportunité d'envoyer un texto, bonjour, c'est à quel sujet? Ou bonjour, je ne suis pas disponible, merci de m'envoyer un message. On a tous paramétré dans son téléphone ce type de message. Un C-level, lui, va naturellement en avoir. Et forcément, si vous envoie direct sur sa messagerie, on recevra la petite alerte. Ou pas, mais quasiment la plupart du temps. Donc, c'est peut-être cette opportunité-là, cette fenêtre, qui, encore une fois, je le rappelle, quand on a décidé d'appeler, et notamment un mobile d'un C-level, c'est qu'avant, on a quand même planté quelques graines potentiellement, et qu'on a de l'actualité et des sujets qui vont l'intéresser. C'est encore, on y vient ensuite. Mais pourquoi pas? Il y a une chance sur deux, dans tous les cas, que la personne nous dise oui, il est culotté, pourquoi pas? Les C-level aiment aussi ce côté parfois direct, et si c'est bien tourné, ça peut très bien marcher. Voilà mon point de vue sur le sujet. C'est pas un point de vue, c'est pas une science exacte, hein, mais c'est un des moyens. Si on dit oui, le téléphone, mais avec parcimonie et certaines stratégies bien définies initialement. Ok, donc je relance la question. Là, on parle donc d'envoyer un texto sur un numéro de portable. Quels sont vos tips pour essayer de trouver les numéros de portable des C-level? Il y en a beaucoup qui sont donnés dans le chat, hein, Sylvain. Vraiment énormément. On va passer, évidemment. Alors, on sait qu'il y a Lusha et Casper et puis plein d'autres solutions finalement. Hein. Forcément. Chacun peut aller chercher la sienne. La statistique, je crois à peu près globale, c'est un petit entre 25 et 30%. Je ne sais pas si vous partagez, si ceux qui ont déjà essayé, je vois qu'Adrien confirme, on est à peu près sur ce ratio-là. Alors, les pessimistes diront « Ah, on n'a que 30%. » Moi, je trouve ça déjà assez extraordinaire parce que ça veut dire que si on a targeté une cinquantaine de C-level, on a quand même une chance d'avoir 15-20 numéros
qu'on va obtenir par ce biais. Alors, j'ai vu passer effectivement un des sujets de Lusha et de Casper, c'est que c'est assez souvent des numéros perso. Puisque, je me rappelle, le principe, c'est d'aller scraper un peu partout. Et en général, les gens finissent par laisser leur 06 dans des annuaires d'anciens, des calls, de choses comme ça. Et c'est souvent comme ça que Lusha et Casper arrivent à trouver des 06. Donc, on a effectivement assez souvent un numéro perso. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas, selon vous? Moi, je suis persuadé qu'un C-level, il n'y a qu'un seul téléphone. Et à côté, il a une boîte mail où il a quelqu'un qui l'accompagne, qui l'assiste dans son quotidien professionnel, mais son téléphone, j'imagine pas, par exemple, Xavier Niel avoir 15 téléphones mobiles en travaillant chez Free, par exemple. C'est juste un parallèle. Je prends le C-level ultime, et d'ailleurs qui répond à ses mails, tous ses mails. C'est sa particularité. Attention, parce qu'il y a de plus en plus d'applications qui permettent d'avoir plusieurs numéros. En termes d'objets, je suis d'accord avec toi, les mecs ne se prennent pas la tête à avoir plusieurs objets téléphones. Par contre, plusieurs numéros, je pense que ça peut exister encore. Mais bon, alors mettons le cas, on est sur son numéro perso. Ouais. Est-ce que c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est un vrai problème ou pas, selon vous? Alors moi, à titre pour répondre un peu à la question et revenir un peu du coup sur ce que disait Simon, déjà pour répondre à ta question, Sylvain, non, c'est pas rédhibitoire. Moi, à titre perso, si effectivement je tombe sur un Lusha, un Casper et que je tombe sur un numéro perso, ben, j'y vais en fait. Pourquoi j'y vais? Parce que j'ai une porte d'entrée. Le truc, c'est que, et c'est super important, je veux revenir sur ce que disait Simon, la préparation de la prospection. On ne peut pas se permettre en fait de tirer une cartouche comme ça et de faire n'importe quoi lorsqu'on a un numéro de téléphone. On n'a qu'une chance du coup de faire vraiment une bonne impression. Il y a une stratégie qu'on utilise pas assez, je trouve, qui s'appelle un peu, que tout le monde peut d'ailleurs peut-être connaît, c'est un peu la stratégie bottom-up, c'est de pouvoir se dire, OK, très bien, moi, je ne vais pas attaquer directement, du coup, mon C-level. Je vais commencer par aller chercher un maximum d'informations, aller discuter avec un maximum d'opérationnels. Toute la partie bottom, c'est des gens qui sont, au final, pas souvent sollicités parce que ne sont pas décisionnaires, on s'en fout souvent d'eux. Et c'est des gens qui donnent un maximum d'informations parce qu'ils adorent du coup parler d'eux. Pour une fois qu'ils sont sollicités, il y a un peu cet aspect un peu amical, etc. Il y a un feeling qui commence un peu, si vous faites bien la chose, bien entendu, qui va s'installer. Et on va commencer à parler, Patrick, du département marketing. On va commencer à parler à Michel du département des ressources humaines. On va commencer et au final, on va réussir à avoir un maximum d'informations qui vont nous permettre derrière d'attaquer le C-level en disant « Bonjour, monsieur, je connais aujourd'hui vos enjeux stratégiques opérationnels. J'ai discuté avec un tel. Il faut absolument qu'on se rencontre parce que voilà, il y a des synergies entre nos deux structures. » Donc, ma réponse, c'est oui, effectivement, on l'appelle, même si c'est son numéro perso. Est-ce qu'il peut mal le prendre? C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire dans ces conditions-là? Pardon. Non, mais c'est vrai, on peut se confondre en excuses et basculer sur alors, je suis absolument navré. Ce numéro, j'étais persuadé que c'était le pro. Alors, je vous prie de m'excuser. Et hop, on zappe sur une petite relance de comment on peut se faire pardonner, est-ce qu'on peut soit en rendez-vous en rigolant. On voit si la personne est touchy ou pas, ça c'est des sensibilités. Moi, je suis très dans ce côté-là. Le rebond est essentiel, effectivement. Le rebond. Mais la question, je l'ai vu passer tout à l'heure et c'est une vraie question. Et d'ailleurs, on s'est challengé avec Eddy sur le sujet. Le fameux C-level reçoit l'appel et il sait très bien qu'il n'a jamais donné son numéro. Et donc, tout de suite, il nous prend un petit peu de travers en disant « Mais où avez-vous eu mon numéro? Comment ça se fait que vous m'appelez sur mon 06 ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre à un C-level qui nous répond ça? Rester honnête, je suis assez d'accord. Merci Marianne de ton intervention. C'est exactement ça. Moi, je suis. Est-ce qu'on lui ment déjà? Bah non. J'ai dit, écoutez, voilà, j'avais ce numéro-là, je suis navré. Maintenant, ça n'enlève rien à l'objet de mon appel, mais si vous avez un autre numéro sur lequel je pourrais vous joindre. Et alors, on a une chance sur deux. De toute façon, on a une chance sur deux sur un appel sur téléphone perso. Si le mec décroche et qu'il a envie de nous chauffer et de nous envoyer dans les cordes, il nous envoie dans les cordes. Donc après, quitte à tout perdre, voilà. Et puis on reviendra par la petite porte plus tard. Mais on peut effectivement se faire fermer totalement une porte sur un truc comme ça. Ça, c'est évident. En vrai, je pense qu'on aura beaucoup moins d'interventions du style « Mais attendez, mais comment vous avez mon numéro de téléphone, monsieur ?» Avec tous les outils. Alors, à l'heure avant, effectivement, on le voyait énormément.
aujourd'hui, avec tous les outils qui nous permettent de scraper des informations dans tous les sens, je crois honnêtement que nos C-level savent que leurs informations traînent un peu partout. Je pense si on l'a eu, et si on le trouve, d'autres l'ont trouvé avant. C'est moi, je me dis toujours ça aussi. Donc, si c'est peut-être réactualisé avec un peu de chance, à force, il a peut-être essayé de réactualiser son numéro. Clairement. Moi, je reste sur le point d'Eddy qu'il faut dire, il faut tenter. On est quand même dans une discussion de prospection là. Hein. Donc, si on commence à se mettre des a priori, aujourd'hui, on a des nouveaux outils. Effectivement, il y a le frein de la GDPR, etc., etc. On peut se dire qu'on ne passera pas un seul appel. Donc, on dit, OK, le téléphone, c'est vu, on ne passe pas d'appel. Il nous reste quoi comme outil, du coup? Alors voilà, merci pour cette transition. Quelle transition, incroyable. On croirait que tu es animateur. Ok, donc là, on vient de faire le tour du téléphone, effectivement, qui est un canal. Bon, qui est un canal un peu complexe quand on parle de C-level, puisque si on n'a pas le 06, bon, ben on va devoir effectivement avoir en général un secrétariat. C'est pas l'accueil là, c'est un secrétariat personnel du C-level. Et là, qu'est-ce que vous nous conseillez, messieurs, quand on a accès, mettons qu'on n'ait pas trouvé le 06 et qu'on passe par la voie traditionnelle, j'ai envie de dire, et qu'on nous passe le secrétariat de notre fameux C-level. Et d'ailleurs, il y a pas mal de réactions dans le chat sur les questions du standard. Est-ce que c'est la question des assistants, des secrétaires, et ainsi de suite. Enfin bref, ou la question du standard plus généralement. Alors, moi, j'ai un premier élément, c'est que je dirais, dans ces cas-là, on va demander le nom de l'assistant ou de l'assistante du C-level. Parce que s'il y a effectivement une personne assistant, eh bien d'abord, on essaie de catcher cette personne. Pardon, d'attraper cette personne ou tout au moins de la toucher. Toucher, c'est peut-être de la démarcher comme on démarcherait avant le C-level pour lui trouver le point d'intérêt. D'essayer de comprendre, en plus des éléments qu'on a eus, quelles sont les actualités, il y a des éléments qu'elle pourrait donner ou pas donner, ou voilà, il y a des actualités qu'on peut être en capacité de capter. Voilà. Donc, c'est aussi utiliser ce biais-là pour essayer de montrer que si elle va parler à son C-level d'un tel où il ou elle parlait du sujet à son C-level, il y a un intérêt pour la boîte, d'essayer de générer ça. Moi, je le ferai cette tournure-là. Moi, du coup, de mon côté… Ouais, vas-y, Sylvain. Non, vas-y, je t'en prie, Elie. Écoute, moi, c'est ce que j'appelle un peu l'opération séduction. C'est-à-dire, pourquoi je l'appelle comme ça? Tout simplement, au final, avec une stratégie bottom-up, c'est de le montrer qu'au final, on connaît plein de gens en interne et de faire un peu de name dropping en disant Patrick du service marketing, etc., du service commercial pour gagner en crédibilité. Le fait de gagner en crédibilité du coup face à cette assistante, elle va forcément vouloir en parler parce à son N+1. Elle va penser effectivement qu'il y a quelqu'un d'important au téléphone qui connaît la structure, qui connaît tous les départements. Il a déjà quand même balancé quelques noms à droite, à gauche. Je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un d'important et que le rendez-vous avec cette personne serait effectivement intéressant. Donc voilà, c'est le côté un peu feeling en faisant du name dropping à tout va pour gagner en crédibilité auprès de cette personne-là. Ok, et surtout, je crois qu'on peut dire ne pas trop forcer parce que ce sont des gens qui sont extrêmement sollicités et quand on discute un peu avec elles ou avec eux, on se rend compte qu'il y a une forme presque d'agressivité des gens qui n'arrivent pas à avoir la bonne personne et qui finissent par être pas si sympas que ça avec les gens qui sont en première ligne pour filtrer. Donc, ça paraît bateau ce qu'on est en train de dire, mais c'est un vrai sujet de vraiment travailler déjà dans la durée. Je crois que quand on veut avoir une approche C-level, la notion de temporalité est importante et que si on essaye de contacter les C-level pour avoir des rendez-vous et qu'on veut 50 rendez-vous dans le mois, il y a des chances qu'on fasse du grand n'importe quoi. Donc, se donner le temps, avoir toujours la posture et l'empathie, comme je vois effectivement beaucoup dans les textes, inscrit dans beaucoup de messages. Ça paraît encore une fois un cliché ou une tarte à la crème de le dire, mais ça reste le conseil ultime. Alors, on a dit le téléphone, moyen numéro 1, outil numéro 1 dans l'esprit du commercial en tout cas. Est-ce que c'est votre vrai moyen numéro 1, les amis? Ou est-ce que vous avez d'autres moyens de contacter nos amis des C-level? Oui. Forcément. LinkedIn. Merci Simon. Un petit message LinkedIn direct. On a parlé que LinkedIn est un outil pour trouver, mais également on a oublié que c'était la base aussi pour contacter. C'est-à-dire que si on met le mail de côté 30 secondes, et on a la possibilité à travers LinkedIn, la messagerie, même avec un compte gratuit, commencez pas à dire je ne peux pas avoir le profil, on peut toujours envoyer un petit message ou quoi. Et après, si on va aller plus loin, on a le 16 nav. Mais globalement, une fois qu'on les a contactés, le message LinkedIn est perçu comme un outil professionnel. Un C-level va plus limite, on parlait des mails, de l'ouverture de mails, je pense, en tout cas de pratique et d'expérience, que LinkedIn
a un taux de retour plus élevé, si on parle d'un C-level. Voilà. Encore aujourd'hui, les statistiques sont encore aujourd'hui en faveur de LinkedIn quand on parle de delivery. Victor, est-ce que tu as à tout hasard des statistiques pointues sur le sujet du nombre moyen de messages que reçoivent les gens sur LinkedIn? Je ne l'ai pas exactement là. En termes de stats, ce qu'on a, c'est qu'en stade d'ouverture, on sait qu'on reste le meilleur moyen de contacter du C-level, mais on n'a pas j'ai pas le stat exact du nombre parce que ça dépend énormément en fait du poste et de la grandeur du réseau de chaque personne. Merci de m'avoir donné la parole. C'est des stats que vous avez en interne, ça, Victor? Bien sûr, mais qu'on peut pas partager. Est-ce que ce sont des stats partageables? Pas du tout. Donc, on se refait un petit call en privé. Merci, Victor. Et donc, la tendance est vraie. C'est ça surtout qu'on retient, c'est que par contre, c'est la tendance et la véracité du propos du moment, quoi. J'ai sollicité, pour info, j'ai sollicité Victor car il travaille chez LinkedIn, bien évidemment. Donc, on le sait aujourd'hui, la stat est largement pour LinkedIn en termes d'ouverture et de lecture des messages. D'ailleurs, je reprends mon exemple d'Olivier. Je vous disais qu'il recevait à peu près 300 mails jour et il était à une petite 10-15aine seulement de messages LinkedIn. Donc, le décalage est quand même assez incroyable. Il y a un autre point, Sylvain, sur ça aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser aussi la question pourquoi ils sont plus spammés potentiellement par téléphone ou par mail. Étonnamment, LinkedIn, on fait très attention à ce qu'on écrit. Encore plus, j'ai envie de dire, qu'un mail. Et donc, les mots et surtout la prise de contact, c'est 140 mots. Alors, je ne sais plus exactement, Victor, c'est combien de mots? On a le droit à combien de caractères sur la prise de contact? J'avais 300 caractères 300. en tête. Donc, 300, c'est hyper court pour essayer de pitcher, pour twister le cerveau du C-level, hein, vraiment. Donc, c'est normal qu'ils en reçoivent moins. Et en plus, tant mieux qu'il y ait une barrière comme ça. Ça veut dire que les plus pertinents s'en sortent. Et quand on touche, ça marque plus de points. Donc, moi, je dirais on fait encore plus attention aux mots. De mon côté, j'aurais une vision un peu plus multicanal. C'est vrai qu'on parle de LinkedIn qui est forcément un outil merveilleux pour ça. On parlait de texto tout à l'heure. On pourrait même aussi utiliser WhatsApp. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent WhatsApp, clairement. Et non, WhatsApp n'est pas plus privé qu'un texto. Je le mettrais dans la même catégorie pour le coup. Pour moi, c'est pareil. Ouais, pour moi, c'est clairement pareil. Maintenant, effectivement, j'aurais une approche multicanal et je dirais qu'un cold mail aussi serait pas mal. Pourquoi pas, effectivement, même si on sait qu'aujourd'hui, un C-level reçoit 200 à 300 mails par jour, il ne faut pas oublier que les mails sont peut-être pas aussi ultra bien construits, ultra bien personnalisés, avec la bonne accroche, le bon objet et le bon corps dans le message. Alors, effectivement, on va en reparler juste après, si tu veux bien, Eddy. Okay. Je crois qu'on a un tout petit peu survolé LinkedIn. Il y a effectivement sur LinkedIn, on a évoqué avec Simon la possibilité qui nous est offerte, soit de faire une demande de contact argumentée avec 300 caractères à notre disposition, qui impose un pitch vraiment pitché, soit si on a les outils professionnels de LinkedIn, c'est-à-dire Premium ou SalesNav, on peut envoyer des emails. Alors, je rappelle, bouge-toi les oreilles, Victor, ça ne va pas faire plaisir à LinkedIn, que contrairement à la légende, les messages, les emails sont illimités si on fait des jolis messages, puisqu'on recrédite les messages quand les gens… À chaque réponse. Donc, on a vraiment une grosse capacité à adresser des gens via LinkedIn. Donc, ça, c'est sur le message. Est-ce que c'est pour vous deux la seule façon de connecter, de contacter un C-level sur LinkedIn? Non. Je ferai la même approche qu'on le ferait sur Twitter à commenter un tweet. On peut commenter une publication ou faire de la curation d'informations pour aller toucher notre audience. Tu parlais de multicanal, Eddy, on est en plein. Si imaginons qu'on n'est que LinkedIn demain, on peut parfaitement faire une stratégie multicanal, monocanal dans LinkedIn. C'est assez… mais vous voyez le concept. Parce qu'on a plusieurs moyens d'adresser une cible et de toucher la cible. Donc, soit on push, soit on pull. On a la possibilité de jouer avec les deux. Donc, moi, je verrais ce côté commentaire, tagging, sujet de valeur dans le bon fil d'actualité au bon moment. En fait, il y a un sujet qu'on utilise beaucoup chez Eurydice, c'est ce qu'on appelle le radar, la notion de radar client. Vous voyez tous un radar avec le petit point là, lumineux qui clignote. L'idée, c'est d'être ce petit point lumineux et de ne pas déclencher les défenses antiaériennes.
En gros, c'est le principe, c'est qu'on est dans le radar et la personne a vu qu'on était dans son radar. Et pour ça, effectivement, le message est quelque chose de très push et qui, effectivement, peut avoir un effet un peu négatif parfois pour peu qu'on ne tombe pas pile poil sur le bon sujet au bon moment, alors que le radar est plus smooth, un petit peu comme approche. Donc, ce qu'on appelle le radar, c'est quoi? C'est effectivement, j'ai vu Leslie nous le proposer, c'est de faire des posts en taguant des gens de manière ultra ciblée. Et alors, attention, un post à valeur ajoutée et non pas une publicité. Je pense qu'il n'y a pas pire que de taguer du C-level si on fait une publication dans laquelle on dit hey, regardez ma nouvelle offre, regardez mon nouveau produit. C'est pas ça le sujet. C'est on a une info stratégique pertinente à partager, on tag des C-level. Il y a effectivement le fait de commenter les publications, c'est quand même extraordinaire comme outil LinkedIn, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le profil de la personne, on va dans son activité et on va voir ses articles, ses posts, ce qu'il a liké. Enfin, je veux dire, ça donne une photo quand même hyper fine de l'activité de la personne. Et je crois qu'on peut le dire, il y a quand même un effet de mégalomanie généralisé pour tout le monde, pour les C-level, pour vous, pour moi, qui fait que quand on publie quelque chose, on est toujours très content qu'il y ait des réactions. C'est vraiment le syndrome de la récompense. Hein. C'est un fonctionnement cérébral très, très fort. Je publie, j'ai des likes, je suis heureux. Et ça marche même avec du C-level. Donc, il ne faut pas croire qu'on va être… En plus, parfois, on n'est pas tant que ça à le faire. C'est-à-dire qu'on peut voir des posts de gens hyper importants avec 17 likes. Je peux vous dire que le mec, il a vu les 17 personnes qui ont liké le post. Hein. Ils vont s'en souvenir. Quand Il tu auras le petit message qui va popper. Donc, c'est un élément différenciant. Commenter avec de la valeur ajoutée. Il y a le fait de liker, mais venez les amis, on se dit qu'il n'y a pas que la flagornerie pour rentrer dans le radar. On peut aussi y rentrer via la pertinence, parfois même par le challenge. Il n'est pas interdit de challenger notre interlocuteur sur des positions qu'il prend sur LinkedIn ou sur Twitter. On avait un troisième interlocuteur qui était prévu, qui s'appelle Sébastien Paris. Malheureusement, il n'a pas pu être des nôtres ce soir et qui a une activité très orientée C-level. Et il me disait très, très, très clairement, il aime beaucoup, lui, l'approche. Je ne suis pas d'accord, mais avec beaucoup de sens, évidemment. Ce n'est pas ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord. Vocatif selling, ça. Exactement. On a dit le message direct, la demande de contact, le tagging, c'est-à-dire je fais un post et je tag des personnes hyper concernées, et le fait de commenter et de rentrer dans une spirale de discussion, que ce soit sur LinkedIn et de la même façon sur Twitter. J'ai vu passer une question intéressante qui était quelle est en gros la stat des gens qui administrent eux-mêmes. Alors, il faut être clair, il y a encore quelques années, c'était clairement quasiment que des community managers qui géraient les comptes LinkedIn et Twitter des C-level. C'est de moins en moins le cas. En fait, on le voit, LinkedIn a quand même un peu réussi à faire son job, c'est-à-dire qu'ils ont éduqué les gens au social selling. Et dans le social selling, l'éducation numéro 1, c'est que le manager doit être engagé. Donc, on le voit de plus en plus. Moi, je vois les posts passer. Ça ne sent pas le community manager de 22 ans qui rédige les posts. Hein. Je n'ai pas la stat exacte, hein, je ne sais plus qui a posé la question. Victor me la donnera en toute discrétion. Volontiers même, j'ai l'impression. Mais je pense sincèrement qu'en 2022, la stat est très, très bonne. Je ne pense pas qu'on parle à des community managers. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce radar, etc., qui me semble clairement primordial aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui est, on n'a pas parlé, Sylvain, de tout ce qui est les contacts de second ou troisième degré. Je pense que c'est super important. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aller chasser directement donc des C-level, etc. Mais on se rend pas compte que de temps en temps, en fait, on est ultra proche de certains C-level et on s'en rend même pas compte. Je suis absolument d'accord. Le fait en fait de pouvoir effectivement aller directement discuter avec ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, je vais faire plaisir à Erwan, du coup en citant Mark Granovetter, mais la force des liens faibles. C'est quelque chose, effectivement, le but, c'est de pouvoir être connecté avec des personnes qui sont automatiquement connectées avec ces C-level, au lieu d'aller les prospecter en direct, de pouvoir leur shooter un petit message et de savoir un peu plus, de récupérer de l'information.
Juste comme ça, en petite anecdote, moi j'ai déjà récupéré des RFP, des appels d'offres comme ça, sur lesquels j'étais pas du tout positionné. Et au final, parce que une personne connaît un tel et il y a eu un barbecue qui s'est fait, un événement, je sais plus la dernière fois, bah automatiquement on a réussi à me pousser du coup le RFP et le lundi matin je l'ai reçu dans ma boîte mail. On peut vraiment on peut avoir vraiment des bonnes surprises. En parlant de bonnes surprises, j'ajoute un point, mais qui est déjà là-dessus, parce que j'ai un cas à vous présenter très rapidement. Il se trouve que je souhaitais contacter, allez, je vais le nommer Gérald Carsanti, donc PDG de SAP, et j'ai profité, puisqu'on parlait de Compelling Event, justement de sa nomination entre Oracle et SAP. Et du coup, j'annonce, en tout cas, je le félicite en direct, donc ce qui pourrait être de la flagornerie par rapport à ça, en essayant, il se trouve que l'actualité faisait que Neymar était aussi au PSG, et donc je mets, voilà, après Neymar au PSG, Gérald Carsanti chez SAP, voilà. Et lui a été le premier à réagir en mode, j'espère que je serai aussi bien dribblé que Neymar. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'il réagisse a aussi énormément multiplié les vues du coup, parce que tu parlais de, comment dire ça, de flagornerie, mais il y a aussi tous ceux qui réagissent parce que quelqu'un de connu réagisse. Et du coup, ça fait un post à 50, 60 000 et ainsi de suite, ce qui m'a permis, dans un deuxième temps, sur un autre post, cette fois-ci plus ciblé, et bien après, de pouvoir lui envoyer un deuxième message. Et la troisième m'a permis d'avoir ensuite un lien spécifique, individualisé. Alors, on reparlera un peu de ce tunnel-là, mais vous voyez que saisir des éléments tout à fait spécifiques. C'est l'illustration parfaite de ce que l'on dit là. Et il y a un petit point. Juste un petit point, Simon, pour ne pas passer à autre chose par rapport à ce que disait Eddy, qui est très important, il me semble, sur la notion de mon réseau connecté à la personne que je souhaite connecter. On peut vraiment très facilement voir qui sont nos contacts de premier niveau qui sont avec lui. Et effectivement, faire un petit message à quelques-uns pour savoir s'ils le connaissent vraiment, ça a énormément de sens parce que les appels, j'avais vu une stat, alors je vous parle de ça il y a 10 ans, mais j'avais vu une stat qui disait que les appels avec recommandation généraient 80% d'acceptation du rendez-vous quand la personne connaît vraiment l'autre personne. Donc, en gros, quelqu'un m'appelle en me disant « Bonjour, je vous appelle de la part d'Erwan Poirot », bah, il a 800 sur 10 d'obtenir un rendez-vous. Donc, c'est quand même, la stat est assez folle. Donc, ça vaut vraiment le coup de chercher des gens. Alors, il faut que ce soit des vraies connexions, puisqu'on le sait, hein, moi, par exemple, j'ai 11 000 et quelques contacts sur LinkedIn. Si j'en connais 1000 pour de vrai, c'est le bout du monde. Donc, il faut aussi… c'est la recommandation dont tu parles. Ce n'est pas parce que la personne est dans le réseau de quelqu'un qu'on connaît que c'est le jackpot. Simon, tu voulais préciser quelque chose? Non, tu vas terminer sur la recommandation. C'est une bonne idée. Je pense qu'on a tous des très beaux exemples de recommandations de ce type qui cartonnent des rendez-vous. Dans le dernier point, c'est aussi un autre moyen, pour terminer, parce que je pense qu'il y a encore d'autres sujets après. L'autre moyen, c'est un petit carton. Alors, on ne le voit pas très bien. C'est un petit carton qu'on écrit à la main et on envoie à notre C-level qui sont tellement sollicités qu'un courrier, c'est assez magique. On ouvre, il y a une enveloppe. Alors, ce n'est pas toujours éco-responsable, mais dans tous les cas, on peut réutiliser le papier. Mais derrière, c'est surtout que la personne va se poser 30 secondes et va lire. Et pour peu que ce soit accompagné de quelque chose qui peut l'intéresser, un petit livre blanc, papier, format A5, petit format, ou autre sujet qui va le toucher dans son actualité, eh bien ça va toucher forcément la personne. Ce petit carnet d'invitations, des choses comme ça ne se fait plus du tout. Vraiment, clairement, moi, j'en ai, hormis des faire part de naissance, de mariage, je ne reçois plus d'autres courriers de ce type pour m'inviter ou pour me partager quelque chose. Alors que si on me prenait le temps, et là, je le fais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai toujours aimé faire ça sur le C-level spécifiquement, un petit carton, une petite phrase écrite sur l'actualité du sujet avec la proposition de valeur ou juste une proposition de rencontre. Parfois, il n'y a pas besoin de proposition de valeur. C'est j'ai vu ça dans l'actualité, j'aimerais vous rencontrer, je viens de créer mon entreprise. Voilà, de C-level à C-level, moi, je le fais. Typiquement, à mini C-level, hein, j'ai une petite boîte de 15 personnes, mais je me sens légitime de pouvoir écrire un petit mot avec trouver l'adresse du siège de l'entreprise et puis voilà, secrétariat de monsieur Untel ou directement monsieur Untel ou madame Untel et envoyer. C'est une super idée, je trouve, Simon, et donc ça peut être effectivement accompagné d'un livre blanc ou pas, juste une lettre, hein, ouais, un courrier manuscrit. Alors là, la stat, j'aimerais bien la voir. J'ai pas pensé à demander à Olivier combien de lettres il recevait par jour, mais je pense qu'on est à moins de 5 ou quelque chose comme ça, et que je pense que toutes les lettres qui lui sont adressées personnellement arrivent sur son bureau.
et ne reste pas Je lettre suis morte. à peu près convaincu de cette stat, donc je trouve que c'est effectivement un moyen de contact hyper pertinent. Alors, vous entendez bien, et Simon l'a précisé, on ne va pas s'amuser à écrire à la mano à tous nos Ça, contacts, c'est clair. mais là, on parle d'une approche C-level qui, par définition, ne peut pas être une approche ultra massifiée. Donc, on a dit le téléphone, LinkedIn, Twitter. Je crois qu'on peut dire que Twitter respecte les mêmes codes, les mêmes règles de rebond que sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'on a dit? Le courrier, on a dit les salons spécialisés, on a dit Les clubs. Les clubs. Les clubs. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de comment réussir à contacter nos amis C-level. Le dernier sujet, c'est qu'est-ce qu'on leur raconte? Quelle est la spécificité d'un message C-level ou j'ai presque envie de dire d'un message de qualité, puisque je crains que tout ce qu'on va dire pour le sujet des C-level soit en vrai applicable à tout le monde. C'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Sauf que nous avons tous une réalité qui est le temps. Le temps qui nous est imparti est limité, donc on ne peut pas faire les mêmes niveaux d'action. Donc, je crois que clairement, ce qu'on va dire est vrai pour tous, mais dédié sur des approches stratégiques. Alors, Simon et dit, qu'est-ce qu'on raconte, sur quoi on se base pour pouvoir intéresser et espérer obtenir un rendez-vous de ces gens hyper sollicités? Je pense que la réponse est plutôt claire. On l'a un peu évoqué en début de conférence. J'ai vu aussi pas mal de fois dans le chat le mot compelling event qui est ressorti à plusieurs reprises. Il est clair qu'aujourd'hui, une bonne accroche, un bon icebreaker, c'est forcément quelque chose, une actualité du coup de la structure qui vient notamment, donc, que vous allez pouvoir aller trouver directement soit sur le site institutionnel, soit sur la page LinkedIn de la structure, ou même quand on parle comment dire, de compelling event, même peut-être regarder effectivement certains posts, certains articles du coup que le C-level a pu créer afin de pouvoir rebondir dessus. Je dirais aussi notamment s'intéresser un peu aux enjeux actuels du marché, de leur marché, parce qu'aujourd'hui, les enjeux stratégiques et opérationnels sont assez différents d'un C-level à un autre, mais d'un marché aussi à un autre. Donc, voilà, je pense que c'est super important de pouvoir avoir vraiment une bonne, encore une fois, on parle de préparation, de la prospection, comme je le dis, c'est 90% de prépa, 10% d'action. Avoir la big picture un petit peu de l'environnement dans lequel vit le C-level, je pense qu'effectivement, il faut l'utiliser. Bon, donc on est d'accord, là, tout ce qu'on vient de dire consomme du temps. C'est-à-dire que là, l'approche que vient de nous donner Eddy est une approche qui ne peut pas se faire en quelques minutes. Tu parlais des éléments où on peut choper de la data ultra qualitative. Il y a évidemment le site, mais il y a il y a un document qui va parler surtout aux anciens, qui s'appelle le rapport annuel, qui est un document qu'on peut télécharger, qui est un document obligatoire pour notamment toutes les sociétés cotées en bourse. Le rapport annuel est une mine d'informations. Ça dévoile des pans entiers de la stratégie, puisque c'est fait pour rassurer les actionnaires sur la stratégie de l'entreprise. Donc, ça déroule des éléments avec une qualité, une finesse d'information qu'on ne retrouve pas facilement par ailleurs. Donc, je vous invite tous, quand vous adressez un compte et que vous voulez aller voir les C-level de ce compte, de prendre le temps d'aller consulter ce livre blanc. Simon, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ça? Donc là, on vient de dire la notion de compelling event, c'est-à-dire que si on n'est pas dans une forme d'actualité, on ne peut pas être sur le haut de la pile. Il faut bien comprendre qu'un C-level, par définition, gère des priorités. C'est son métier que de savoir gérer les priorités. Donc, il a forcément priorisé ses sujets. Si on vient le solliciter, même avec une approche ultra qualitative, on s'est renseigné sur le marché, on a de la data, c'est intelligent ce qu'on raconte, si ce n'est pas dans sa roadmap, comme diraient nos amis DSI, il y a quand même assez peu de chances que ça rentre. Donc, la notion de compelling event, c'est, je pense, quasiment notre seul espoir d'allumer un peu la lumière sur toutes les sollicitations qu'il a, d'être une de celles qui va clignoter. Plus tu as dit la préparation et vraiment aller chercher de l'info stratégique sur son marché et lui. Simon, qu'est-ce que tu rajouterais à ça? Je pense que sur ce sujet-là, sur comment toucher, je pense que vous avez bien synthétisé. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'aller chercher les informations oubliées. Ces informations oubliées, comme parler du rapport annuel,
écrire un message en adressant bonjour, je viens de lire votre rapport annuel. Le mec va déjà se dire mais il me parle de mon rapport annuel, il n'y a personne qui a fait ça. Rien que ça, c'est fort. Doublé d'un compelling sur l'actualité qui touche directement son entreprise. Normalement, on fait mouche. C'est vrai qu'on parle quand même au C-level, on a travaillé le sujet avant, on a quand même eu des recommandations, on a bien réfléchi. Et puis, on ne le fera pas qu'une fois. Après, parce qu'il y avait une question de Léonce qui était quand même assez rigolote aussi, alors qui était dans le métro. Voilà, moi, j'ai vu l'histoire du métro. Ou tout simplement, si je le rencontre, alors d'ailleurs, ça pourrait poser la question, est-ce que je peux chercher à le rencontrer physiquement? Mais bon, admettons que ce soit par que le hasard. Un peu, mais bon, après. C'est ça, mais bon, comment vous faites? Est-ce que vous allez le voir, vous présenter à ce moment-là? Le salon, dans les salons, il faut avoir. Moi, j'aime les trombis. Alors, perso, c'est comme quand j'anime. Avant une journée de cours, je prends le trombi. Je demande, en général, à l'école, vous avez tous un trombi de promo, par exemple, pour ceux qui feraient 10, on a tous une. Et donc, je regarde et je me renseigne. Parce qu'effectivement, nom, prénom, tête, on peut aller capter directement, faire des approches directes, comme on ferait un journaliste sur le salon de l'auto, sur n'importe quel type de salon. Après, il faut être bon sur l'icebreaker, hein, c'est toujours pareil. Encore une fois, l'icebreaker, il n'est pas forcément lié à l'entreprise, il est surtout l'actualité. Il faut faire un mot simple et être simple. Et donc ça peut être la manière de contacter si on parle sur un salon ou sur quelqu'un qu'on a travaillé depuis pas mal de temps. Hein. Après, je n'aurai pas d'autres éléments particuliers parce que je pense que, et d'expérience, alors je peux me mettre dans mon rôle de directeur général. Moi, j'appelle un directeur général en disant je suis directeur général, j'ai des enjeux qui peuvent correspondre aux vôtres et j'aimerais en discuter pour qu'on voit de quelle manière on pourrait trouver sinon. Mais ça c'est le joker ultime, Sylvain. Je sais que, mais ça fait partie. Quand on est dans un cercle aussi de C-level, il faut assumer de pouvoir avoir ce type de discussion et oser complètement. Alors, moi, en tout cas, c'est la part de mon job aujourd'hui que j'adore. Merci pour ce rebond, Simon, parce que c'est vrai que ce que tu dis, malheureusement, n'est pas transmissible. Je rappelle que postulat de départ, on ne ment pas. Donc, oubliez l'idée de faire une session de prospection en vous on n'est pas dans le Wall Street. Hein. En vous faisant passer pour un DG, ça n'a aucun sens. Mais puisqu'on ne peut pas reproduire ce que nous dit Simon, parce qu'il y a une réalité, les C-level aiment parler aux C-level. C'est comme ça. Il y a vraiment un sujet qui, en vente complexe, on dit toujours qu'il faut éviter d'avoir plus de 2 ou 3 crans de décalage en termes de hiérarchie, parce qu'après, ça crée des difficultés de communication. Donc, si on ne peut pas tous être Simon, on a a priori, si on n'est pas nous-mêmes PDG, si on n'est pas C-level, ça veut dire qu'on a des C-level autour de nous. Et il faut oser solliciter ses propres C-level. On avait fait une conférence il y a quelques années avec Bernard Bourigeaud, fondateur d'Atos, qui avait une conférence qui s'appelait « Comment vendre à des comptes au-dessus de 50 millions d'euros par an ». Donc, le mec, tout de suite, un tout petit peu sélectif sur le niveau de business. Comment on gère les comptes à plus de 50 bars. Et en gros, il nous disait, le sujet numéro 1 pour lui, c'était d'aligner les organisations. Le CEO doit parler au CEO, le directeur financier doit parler au directeur financier, les 2 directeurs marketing doivent se parler, etc., etc. Donc, un vrai conseil que je vous donne, et pour l'avoir utilisé pas mal, moi, j'étais un spécialiste d'aller chercher mes patrons pour leur demander de faire des appels exécutifs. Alors, il ne faut pas faire que ça parce qu'après, on se demande pourquoi on vous paye. Mais sur les approches C-level, croyez-moi, ça a du sens. Votre patron aura une capacité à parler naturellement le langage patron de votre cible qui va vous étonner. C'est-à-dire que ça va être très éloigné d'un call de commerciaux. Vous allez voir que même dans la tonalité de la voix, c'est beaucoup moins commercial que ce qu'on fait nous. Et ce que tu dis, Sylvain, je rebondis parce qu'en général, on utilise souvent sa direction pour aller closer des deals. Je pourrais demander à tout le monde dans l'assemblée là, qui a impliqué sa direction lors d'un closing de deal. Moi, le premier, je me suis dit, c'est trop bien d'avoir mon DG. Voilà, tout le monde l'a fait. On l'a tous fait, ouais. Qui, effectivement, qui a impliqué sa direction pour aller taper un C-level. Et un C-level, on peut parler aussi d'un très gros DSI ou d'un DSI de taille intermédiaire qui est, dans notre démarche, un très grand compte. Et donc, forcément, ça, c'est hyper utile. Un email, d'un DG, de son DG ou de sa direction directe, il faut dire qu'il y a un taux d'ouverture qui est quand même
colossal. Hein. Je voulais juste rajouter quelque chose. Il est clair que, et ensuite je vais laisser du coup Erwan reprendre du coup la main, mais le fait on le sait qu'effectivement les C-level adorent parler entre eux. Maintenant, on a, comme le disait Sylvain, on va peut-être pas solliciter à chaque fois notre direction, d'une part parce que ça va nous coûter pas mal de resto et pas mal de verres et que voilà. Mais par contre, ce qui est important à prendre en compte, c'est que allez voir en fait vos C-level chez vous. C'est-à-dire que le fait de comprendre un petit peu leur mission. Moi, à l'époque, quand je bossais en tant que commercial, j'allais voir le CMO et de temps en temps, je passais une demi-journée avec lui et je le saoulais sur plein de questions, sur ses enjeux, sur ce qu'il aime faire dans son métier, sur ce qu'il déteste, etc. Ce qui me permet au final, moi, d'avoir énormément d'armes et de comprendre encore plus, du coup, le métier d'un CMO. Si bien qu'une fois que j'avais toutes les infos, moi, je peux vous dire que lorsque j'appelais le CMO du coup, de telle et telle structure, j'avais toutes les punchlines pour pouvoir effectivement réussir un peu plus à transformer. Totalement raison, je suis absolument d'accord. Alors, Eddy, que j'invite tout le monde à suivre, aller discuter avec vos C-level en leur faisant vraiment, et je viens de voir un vie ma vie, c'est exactement le terme, c'est parle-moi de ce que tu vis pour de vrai. Pas mal de choses, les amis. Alors attention, ça fait déjà 1 heure que nous sommes. On a été hors timing. Alors, juste pour dire que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas qu'on les relaye. Alors bon, il y en a eu beaucoup, donc on ne peut pas tout faire. Et puis, je crois que vous avez marqué des points aussi dans les astuces. Myvec vous remercie fortement. Et l'astuce de Simon en disant que ce n'est pas juste mettre en copie, mais vraiment faire écrire éventuellement un mail. Mais on parle de C-level. Je reprécise, on ne parle pas d'un chef de projet qui veut 2 assistances techniques de Java ou PHP. On parle d'un C-level qui peut vous signer un deal à plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre par rapport à votre business. En conclusion, peut-être aussi un élément qu'on n'a pas dit, qui est une évidence évidemment, mais avoir un sujet C-level. Je sais que ça paraît un peu bête là quand on le dit, mais en fait, parfois on s'invente une vie. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on veut aller voir des C-level alors que notre sujet n'est pas C-level. Si je vends des vis et des boulons, ça sert à rien d'aller voir le PDG de Toyota. Il y a peut-être des gens intermédiaires qui vont être beaucoup plus utiles pour moi. Donc, d'abord, se poser la question, est-ce que mon sujet est un sujet qui concerne le DSI, qui concerne le DAF ? On n'appelle pas le DAF juste pour lui parler de facture. Il faut vraiment se dire, est-ce que j'arrive à trouver un axe ? Alors, parfois, c'est juste une question de réflexion. Hein. On trouve souvent un lien entre nos solutions et un sujet un peu exécutif. Mais en tout cas, il faut avoir fait ce travail en amont. Ouais. Petite question d'ailleurs que nous posent souvent les étudiants, messieurs les experts. Dans le cas de la méthode médic, souvent le champion, ou en tout cas plutôt le décideur, va être associé au C-level et carrément au CIO. Est-ce que du coup, c'est lui la bonne personne qu'on doit aller voir là-dessus, ou ça peut être un fake entre guillemets? Alors, pas un fake, mais... attention, alors, dans Médic, on ne nous dit pas d'aller voir le CEO, on nous dit d'aller voir l'economic buyer. Ouais, et c'est très important, c'est très, très important, cette petite nuance, c'est qu'on a parfois tendance à se dire que c'est forcément le CEO qui est l'economic buyer. Ben non. Régulièrement, et je peux vous dire qu'avec la décentralisation et le management moderne, c'est d'ailleurs de moins en moins le cas. Le CEO qui prend des décisions sur tout, je peux vous dire que ça, c'est un modèle des années 90-2000. Aujourd'hui, le mec, il est à mort dans la concertation et souvent, il demande et c'est l'expert du sujet qui va prendre la décision. Le CEO va être éventuellement un approbateur, mais l'economic buyer peut être plein d'autres gens que le CEO. Donc, il ne faut pas se laisser effectivement avoir par les paillettes. Je parle au DG. On a l'impression qu'on a sécurisé à mort le business parce qu'on discute avec le DG. Pendant ce temps-là, notre concurrent, lui, est en train de travailler, le directeur financier, sur une solution d'accounting. Eh ben, je peux vous dire que je ne mets pas forcément un biais sur notre approche. Hein. Si lui, il a sécurisé son approche métier, ben, très clairement, c'est mort. Le CEO, à la fin, va faire « Ah d'accord, bon, moi j'avais vu Sylvain, ça avait l'air sympa ce qu'il faisait, mais d'accord, si tu me dis que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on va faire. » Donc attention, ça peut être un piège. Là, on est dans le cadre d'un appel d'offres aussi. Hein. Avec les personas, economic buyer, l'alignement, on a quand même normalement fait un travail de défriche pour identifier l'economic buyer sur un deal assez colossal. Après ça, c'est tout l'intérêt du champion qui doit nous donner cette info stratégique. Champion sponsor, exactement. Ouais.
Bon, mais là, si vous voulez, on dérive, on se fait une petite heure sur C'est ça, c'était pour faire presque un teaser sur la méthode chaud. Mehdi qui sera un prochain Sales Talk à venir, notamment puisque tous les 15 jours, 3 semaines, nous avons cette réunion. Alors, tiens, puisque tu en parles, j'en profite pour annoncer le prochain Sales Talk que nous allons organiser. Comme vous le savez, il y a un nouveau métier qui s'est créé depuis maintenant, j'ai envie de dire une petite dizaine d'années, qui est le métier de SDR, BDR. Et on les voit maintenant vraiment dans beaucoup d'organisations. Donc, ça devient un vrai sujet. Et on a la chance d'avoir the Queen of SDR qui va être avec nous pour la prochaine conférence. Donc, une ancienne de Redis qui a fait toute sa carrière en tant que SDR, team leader SDR, VP SDR Europe maintenant. Et moi, je rencontre de plus en plus et j'échange avec des Head of SDR monde. Donc, SDR, ce n'est pas juste une étape, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de faire et dans lequel on a envie de se développer. Donc, on vous donnera à la fois toutes les explications sur ce nouveau métier et puis on vous donnera surtout les clés pour performer dans des organisations avec des SDR. Mais quelle est la date? Alors, je crois que c'est le 17 novembre. On verra bien. A priori, d'ici 15 jours, 3 semaines. On est encore en train de mettre en phase les agendas. Parfait. Alors, je fais un teasing. Faites un save the date dans vos agendas respectifs. Alors, Mathilde nous demandait quid des négociables. Bon, ça sera un autre sujet, mais pour vous dire que la journée de sélection sera le 24 février et surtout la finale nationale le 22-23 mars. Mais on ne va pas être trop long sur le sujet. Oui, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été là pour cette présentation, pour cet échange surtout. Merci infiniment Simon, merci infiniment Eddy pour votre retour d'expérience. Désolé, on a été trop bavard. Je pensais qu'on allait pouvoir un peu plus vous faire participer, mais contactez-nous. On était trois bavards, donc désolé. On l'avait prédit. On l'avait prédit, c'était sûr et certain. mais en tout cas, merci à tous et au plaisir de refaire un prochain Sales Talk avec vous.